Nicolas Sarkozy, le président de la République française, n'aime pas le vin. Il n'aime pas le fromage qui pue. Il n'aime pas les truffes. Il aime le Coca Light, les bonbons et les gros cigares de la Havane. Un tel dégoût pour le bon goût est perçu par beaucoup de gens comme contre nature en France. Mais Sarkozy ne s'en excuse pas. Il en est fier de sa franchise. Et si elle apparaît souvent comme plouque et sans gêne, son attitude consiste en un « et alors ?» Par exemple, il aime l'argent. Pourquoi pas ? Qui n'aime pas ça ? Mais en France, on est censé être mu par des dessins ou plus nobles ou plus frivoles. Parce qu'il ne mâchait pas ses mots, à cause de sa dégaine de cow-boy et parce qu'il admirait George W. Bush, il a été surnommé Sarko l'Américain. Eux considèrent que c'est une insulte, mais je le prends comme un compliment, a-t-il dit à un envoyé de Bush en 2005, selon un câble diplomatique obtenu par Wikileaks. Sarkozy est un personnage si singulier qu'il peut sembler facile à caricaturer. Mais la caricature se repaît d'exagération. Et Sarkozy est tellement outrancier qu'il laisse peu de marge aux caricaturistes. L'humeur vagabonde sur France Inter. En décembre 2011, le New Yorker publie dans ses colonnes un très long portrait-reportage assez méchant, consacré à Nicolas Sarkozy. L'hebdomadaire, revue phare de l'intelligentsia américaine, s'intéresse à un homme qui, vu des États-Unis, a réussi à s'imposer sur la scène internationale alors même que son pays en disparaît peu à peu au fil des décennies. Son auteur, Philippe Gourevitch, qui avait déjà signé en 1997 un article consacré à Jean-Marie Le Pen, en profite pour dessiner en creux un portrait d'une France désenchantée, déçue par un président qui l'avait fait rêver durant la campagne de 2007 à un avenir meilleur. Les éditions Alia ont eu l'excellente idée d'éditer dans un petit format élégant le texte de Gourevitch complété et actualisé. No Exit, traduit par Violaine Huisman, est donc paru en avril 2012, juste avant la défaite de Nicolas Sarkozy, que l'auteur y décrivait comme une évidence. Un texte que l'on lit aujourd'hui encore avec intérêt grâce au regard à la fois ironique et perspicace que l'auteur porte sur nos modes de fonctionnement assez exotiques. On peut également découvrir son reportage sur l'équipe cycliste du Rwanda dans le numéro 2, paru en janvier 2012, de l'excellente revue Feuilleton, nouvellement apparue sur la scène médiatique et qui nous offre le meilleur des textes parus dans les publications étrangères. Philippe Gourevitch est ce soir l'invité de l'humeur vagabonde et Xavier Combes sera bien sûr notre interprète. Bonsoir Philippe Gourevitch. Bonsoir. Dans ce récit qui a été publié dans le New Yorker l'année dernière et qui sort maintenant aux éditions Alia, qui s'appelle No Exit, vous faites un portrait sévère, mais juste, de Nicolas Sarkozy, juste parce que tout ce que vous racontez, les Français le savent, le connaissent, et tout ce qui est paru déjà aussi dans la presse en France. Ce qui est étonnant, c'est que vous qui avez l'habitude de dire que les interviews d'hommes politiques, les portraits d'hommes politiques, c'est pas très intéressant parce que ce sont des gens qui ont un langage formaté, qui ne disent rarement la vérité. Qu'est-ce qui vous a attiré chez l'homme politique français, Nicolas Sarkozy? Well, I think what attracted me to writing about Sarkozy Ce qui m'a poussé à écrire sur Sarkozy, c'est le fait qu'il s'agisse d'un personnage d'une grande complexité. En France, il suscite des sentiments très forts. Au début de son mandat, il était très populaire et évidemment, aujourd'hui, il est le président le plus impopulaire de la Ve République. Moi, je voulais comprendre le personnage. Voici un homme qui voulait une présidence forte. Cependant, en Europe, le pouvoir du président français et d'autres présidents est considérablement réduit. Ce n'est pas un pays qui s'arrête à lui-même du point de vue de sa souveraineté. Et en même temps, sa personnalité est en réalité plus forte que sa politique. Voilà un homme qui est arrivé avec une idéologie pas particulièrement forte et
Moi, j'ai remarqué que quand Sarkozy parle, eh bien, il tient des propos intéressants. Il se révèle pas mal. Il ne se cache pas autant que d'autres responsables politiques. Souvent, il se contredit. Souvent, il raconte des sornettes, il raconte des contre-vérités. Mais je parle d'un entretien qu'il a tenu avant son élection avec Michel Onfray. C'était donc avant l'élection en 2007. Et là, il montre sa capacité à s'analyser. Et en réalité, son analyse est assez proche de celle que font ses critiques. Il parle du moment où il était maire de Neuilly et il y a eu la bombe humaine qui avait retenu en otage des enfants à la maternelle. Et Michel Onfray lui dit, dans cet entretien, eh bien, est-ce qu'on n'est pas tous sur Terre pour essayer de nous comprendre nous-mêmes? Est-ce que c'est pas ça l'essence de l'existence humaine? Et il dit, mais cette connaissance-là est impossible. Quand je suis rentré dans cette salle de classe, 8 fois, j'ai eu peur et cette peur était à chaque fois différente, nous dit Sarkozy. Et je ne pense pas qu'il y ait un responsable politique américain qui puisse exprimer une pensée aussi spontanée, aussi compliquée, pas forcément auto-flatteuse pour lui-même, et quelqu'un qui soit tout à fait conscient du fait qu'il n'est pas conscient de lui-même. Ça, c'est une idée intéressante. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis penché sur le personnage Sarkozy, qui maintenant est confronté à l'humiliation d'être un président qui n'aura servi qu'un seul mandat, qui a connu la guerre en Libye, qui a joué un rôle central. Voilà ce qui m'a attiré envers Nicolas Sarkozy. Mais Philippe Gourevitch, quand Nicolas Sarkozy lui-même disait qu'il puisait ses exemples aux États-Unis, on l'a beaucoup surnommé Sarko l'américain, disant qu'il était un président aussi moderne que les présidents américains, parlant aussi mal que George Bush, pratiquant la télévision aussi bien que Barack Obama et aimant l'argent et le déculpabilisant autant que les Américains. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce qu'il a un point de ressemblance avec les hommes politiques américains? I think it's really in the eyes of the French and French political culture and French c'est aux culture yeux in des general Français et dans la sphère politique française qu'il semble si américain. It's an identification that he accepts. Cette identification, il l'accepte. Il aurait dit ça à l'ambassade américaine avant qu'il soit candidat à la présidentielle. Maintenant, on m'appelle Sarko l'américain et moi je prends ça comme compliment, dit-il. Well, how is he supposed to be American? En quoi est-il américain? He's not really like En réalité, il est différent des responsables politiques américains. Son discours à Sarkozy porte sur la France, il est très français, mais il a dit, moi je suis quelqu'un de l'extérieur, j'ai un nom différent, je ne suis pas l'homme politique français typique, et c'est en ça que je suis le plus républicain. Et autrement dit, il a projeté son caractère d'étranger comme l'hyper-expression de l'idéal français. Par ailleurs, et c'est en ça qu'on peut penser qu'il est américain, c'est qu'il a dit que c'est bien de travailler et d'être récompensé pour son travail en étant rémunéré. C'est bien d'être un self-made man. Et les Français ont été attirés par cela. Puis après, évidemment, ils ont trouvé cela vulgaire. Et évidemment, c'est les deux en même temps. Et en réalité, il assume cette vulgarité. Et c'est un petit peu la caricature de la culture américaine, en quelque sorte. Mais on pourrait dire que c'est vrai des Chinois à l'heure actuelle. On peut dire que c'est vrai de la plupart des ressortissants de tous les pays du monde. Et en réalité, il ne parlait pas du fait d'être américain, mais de rejeter l'hypocrisie française sur ce sujet de l'argent. Et en réalité, ça n'a rien de très américain particulièrement. Dans ce petit livre, No Exit, Philippe Gourevitch, ce qui est plus intéressant, je trouve, que le portrait de Nicolas Sarkozy qui a été fait et refait, et voilà, et on passe à autre chose maintenant, c'est le portrait en creux de la France que vous faites. Vous faites un portrait d'un pays qui n'a plus de repères, qui a eu longtemps une identité très forte et qui l'a perdue au fil du temps, au fur et à mesure que sa puissance en tant qu'État. La France est devenue un petit pays et souvent les dirigeants le disent. C'est un pays qui doute de lui-même. Pour un Américain, c'est surprenant parce que
les États-Unis ont traversé beaucoup de crises. Et là, récemment, avec le 11 septembre, la guerre en Irak, George Bush et les difficultés de son règne trop long, les États-Unis n'ont jamais douté d'eux-mêmes. Est-ce que c'est pour un Américain compréhensible de voir un pays comme la France en quête d'identité? Of course, it's and America has many doubts about itself. Mais les États-Unis sont un pays qui doute de lui-même et qui a, comme vous l'avez dit, connu de nombreuses crises. Moi, je n'écris pas en tant qu'Américain. Je suis arrivé en France en 1997 pour écrire sur Jean-Marie Le Pen, lorsque le FN avait remporté des sièges de maire à Toulon et ailleurs. Et à cette époque, on tenait le même propos sur la France qu'aujourd'hui, la crise. La crise, elle est d'ordre financier, et la crise porte sur une grande interrogation sur l'avenir. C'est en réalité de la nostalgie, cette notion de crise. On regarde le passé, on ne regarde pas l'avenir avec espoir, alors qu'il faut savoir que dans l'avenir, les choses peuvent s'améliorer. Parce qu'aux États-Unis, on ne sait pas en quoi, comment les choses vont devenir meilleures. Le responsable politique, lui, essaye de nous faire croire ou fait tout pour que l'avenir soit meilleur, et le citoyen espère y croire. Donc, de manière récurrente, les Français, à tout le niveau de la société, tous les Français disent que l'avenir n'est pas tellement dans leur ligne de mire à l'heure actuelle, mais qu'un président réussisse ou non, il faut qu'il soit une expression de son pays à un moment donné de son histoire et de sa culture. Et tout cela est lié à mes yeux. Sarkozy a été si populaire au début de son mandat parce que il avait rejeté cette idée de nostalgie. Sarkozy avait rejeté cette idée de désespoir. Il avait rejeté tout ça. Et il a dit, allez, on va se remettre au travail, notre gloire, elle est devant nous. Tout ça, c'est très stimulant. Puis évidemment, il n'a pas atteint ses objectifs. Donc, à bien des égards, sa popularité et son impopularité sont l'expression du désir qu'avaient les Français de sortir de ce sentiment de crise et de diminution. Et pourquoi est-ce que la France se sent diminuée? Pourquoi la France doute-t-elle? Peut-être que c'est la fin d'un empire. La France a été un grand empire, ce n'est plus le cas. Mais il y a l'influence de la France, le rayonnement de la France est en baisse tout de même. Et il y a également la dilution de la France en tant que France. Et on est désormais dans une situation où la France fait partie de l'Europe. J'essaye d'exprimer ça dans le livre. Et même dans l'esprit de la majorité des Français qui acceptent le fait que l'Europe est globalement plus bénéfique qu'elle n'est délétère et vraisemblablement nécessaire à ce stade, on a quand même ce sentiment que cela remet en question la notion de nation, de pays ou de vote dans la sphère de la démocratie. Je ne peux pas voter pour certaines idées parce qu'elles ne sont pas permises en Europe, vous voyez. Voilà les éléments qui sont tout à fait mis en exergue en France à l'heure actuelle. Et même avec Sarkozy, dans ce processus électoral de 2012, moi j'ai toujours senti qu'il n'y avait qu'un seul candidat, c'est Sarkozy, et l'autre c'est lui-même. Il met son mandat en jeu contre lui-même en raison de tous ces éléments que je viens de décrire. Philippe Gourevitch, Barack Obama a suscité beaucoup d'espoir. Sarkozy en France a suscité beaucoup d'espoir. Les deux ont déçu, pas de la même manière. Sur le plan personnel, Barack Obama continue à être apprécié. Mais sur le plan politique, tout ce qu'il avait laissé entrevoir aux Américains, la suppression du Patriot Act, la sécurité sociale pour les plus pauvres, la suppression de toutes ces lois votées qui permettent aux agents de torturer, la fermeture de Guantanamo. Enfin, il y a beaucoup de déceptions graves. Est-ce que vous pensez qu'au fond, un homme politique élu avec beaucoup d'espoir, c'est peut-être pire pour les citoyens qu'un homme politique élu dans l'indifférence? No.
Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas déçu d'Obama. Je ne pense pas qu'il nous ait trompés. C'est le président le plus honnête que moi, j'ai jamais connu. Ce qu'il dit et ce qu'il fait ou ce qu'il essaye de faire sont plus en adéquation que ce à quoi on assiste chez d'autres. Alors, il ne réussit pas à faire tout ce qu'il a l'intention de faire, non pas parce qu'il n'essaye pas, non pas parce qu'il a suivi une politique différente de celle qu'il a annoncée. En réalité, il a été confronté à des obstacles qu'il n'a pas su surmonter. Et cela, c'est une forme d'échec honnête. Mais ça ne dit pas qu'il a menti. Chez Sarkozy, la déception est différente. Personne ne dit Sarkozy a essayé de mener des réformes et il a été bloqué par l'opposition. L'opposition n'a pas été vraiment une force qui l'a empêché d'agir. Encore une fois, il était face à lui-même, confronté à lui-même. Et c'est lui-même qui s'est tendu des croche-pattes. Il disait une chose, il faisait le contraire. Un exemple, c'est le discours de Grenoble. Dans ce discours, il prend une position avec le langage du Front National et il met à l'écart son soutien du centre droit et son soutien de gauche, les gens qui le supportent, disons, eh bien, de par son langage, il les met de côté. Mais en ce faisant, il ne donne pas satisfaction aux gens du Front National parce qu'ils disent ce ne sont que du pipeau, comme l'a dit Marine Le Pen. Aux yeux de Marine Le Pen, peut-être que c'est sympathique. Elle ne rejette pas l'aspect rhétorique, mais ça n'a pas été suivi de politique. Chez Obama, c'est différent. Et il me semble qu'une grande partie de l'espoir que l'on plaçait en Obama n'était pas réaliste, mais il n'était pas fondé. Ça ne reposait pas sur ce qu'avait dit Obama. Les gens étaient face à quelqu'un de nouveau. Il n'avait pas grande expérience. C'est ça qui est étonnant. Lui, il est arrivé dans la vie politique américaine. Il est devenu président très très rapidement, alors qu'il n'avait que très peu d'expérience. Par conséquent, on a pu projeter sur Obama des espoirs incroyablement élevés. Il a susciter des espoirs en raison de son identité. C'était l'Amérique qui allait changer beaucoup plus de choses que ne pourrait le faire George Bush. C'est un homme noir qui était élu. Et en réalité, jusqu'au mois de novembre, on en doutait. Et il y avait même des électeurs noirs qui doutaient de sa capacité à être élu président. Mais ça n'était pas de son fait. Il n'a pas dit « moi, je suis le Messie, je vais résoudre tous les problèmes et tout ». Mais il y a beaucoup de gens qui fondaient ces espoirs. Il y a beaucoup de gens de la gauche américaine qui pensaient qu'Obama était de leur côté, alors qu'Obama ne l'a jamais dit. Il est d'un tempérament conservateur, c'est un homme de compromis, c'est pas très passionnant. C'est un homme qui a toujours vu le centre de cette façon. Il se place au centre, il se dit être un admirateur de Reagan, ce que les gens de la gauche n'aiment pas trop. Moi, j'étais pas particulièrement déçu parce que c'est fait son temps en adéquation avec ce qu'il a dit. Revenons sur Guantanamo. Personne n'a posé ce problème pendant l'élection. Mais juste après l'élection, il a promis qu'il avait pour objectif de fermer la prison de Guantanamo en l'espace d'un an. Il a échoué. Il a échoué, non pas parce qu'il avait changé d'idéologie ou parce qu'il avait décidé qu'il aimait Guantanamo ou qu'il voulait l'exploiter davantage. C'est parce qu'il y a eu des obstacles structurels, véritables, qui étaient imbriqué dans la nature de cette prison qu'il n'a pas su surmonter. Et son équipe n'a pas su surmonter ces obstacles. Donc, par ailleurs, la montée en puissance militaire en Afghanistan, ça ne m'enthousiasme pas. Il utilise des drones, tout ça, ça ne me passionne pas. Mais ce ne sont pas des mensonges de sa part. Voilà un président qui se comporte en président. Il est cohérent et l'espoir qu'il a suscité d'être quelqu'un de différent, quelqu'un qui a un style, une personnalité différente, particulièrement après Bush. Vous avez parlé de l'inégalité, de la sécurité sociale avec les pauvres. Il y a un grand débat aux États-Unis pour savoir s'il aurait
mieux pu agir face à la crise financière, mais on a quand même l'impression qu'il s'en est pas trop mal sorti. Mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux? La santé, là, voilà, il a réussi à faire passer des lois. Personne n'avait réussi. Alors peut-être que la Cour suprême va tout détruire. Et les républicains s'y sont attelés à bien des reprises. Mais vous voyez, Obama est face à une opposition très forte. L'opposition l'empêche d'agir de quelque façon que ce soit, même si c'est au détriment du pays qui arrive à en être grippé. Eh bien, très bien. Les républicains préfèrent détruire le pays plutôt que de laisser Obama réussir. Et ça, c'est un problème complètement différent de ce à quoi on assiste avec Sarkozy. Philippe Gourevitch, à part la France, vous avez un autre terrain d'action sur lequel vous avez écrit, en 1998, un livre sur le Rwanda, sur lequel vous avez travaillé, vous avez fait des reportages et vous avez écrit un livre qui a été publié en France en 2002 aux éditions Gallimard, qui s'appelait « Nous avons le plaisir de vous informer que demain nous serons tués avec nos familles ». C'était une enquête très fouillée sur le génocide et sur l'après-génocide. Vous y avez tissé des liens, je crois, les ressentir comme Patrick de Saint-Exupéry ou Jean Hatzfeld, qui ont beaucoup travaillé et qui n'arrivent pas à se sortir le Rwanda de l'esprit. C'est une expérience très forte, j'imagine, pour un journaliste d'avoir travaillé sur ce génocide. Et d'ailleurs, dans le numéro 2 de la revue Feuilleton de l'hiver 2012, vous publiez un très long article passionnant sur l'équipe de vélo du Rwanda. Ça s'appelle les Grimpeurs. C'est une équipe nationale qui a été créée en 2007. Et à travers les portraits de ces jeunes garçons qui se lancent dans le vélo de compétition, on voit les clivages entre Tutsi, Hutu. C'est aussi une manière d'aborder le Rwanda de l'après-génocide, cette équipe. Parce qu'on y retrouve les contradictions, les haines, les amitiés, les gens brisés, comme si le vélo leur permettait de remonter en selle. Yes, I started going back to Rwanda in 2000. January 1st, 2009. Je suis retourné au Rwanda le 1er janvier 2009 pour écrire un article sur l'état de la situation au Rwanda. Il s'agissait de la situation politique et de la réalité de la réconciliation. Comment est-ce que les gens peuvent vivre ensemble dans une situation qui semble impossible? Comment peut-on accepter de vivre dans une communauté où l'impardonnable a été commis par de nombreuses personnes? Et si on ne peut pas pardonner, comment créer la confiance? Toutes ces questions m'ont intéressé pour cet article. Et une fois encore, j'ai été fasciné par le Rwanda, par le récit et l'expérience des gens et comment les problèmes avaient évolué au fil du temps. Donc, je suis retourné de nombreuses fois au Rwanda. Je suis actuellement en train d'écrire un autre livre sur l'après-génocide. Au cours de ce voyage, j'ai rencontré l'équipe cycliste. En réalité, il n'y a pas tellement de clivage entre les Hutus et les Tutsis. Ce qui m'a frappé, c'est la proximité qu'ont ces cyclistes, alors que c'était inimaginable auparavant. Il y a des survivants du génocide, Tutsis, il y a des Hutus dont certains ont vu leurs parents tués lors de l'insurrection dans le nord-ouest à la fin des années 90, qui font partie de l'équipe cycliste et ce sont de très bons amis. Il n'y a pas de friction du tout, il n'y a pas de haine. Et il y a une différence de l'expérience. Et cela fait que leur récit est différent. Mais ce qui m'a attiré vers cette équipe cycliste, c'est les questions économiques. Parce que le Rwanda est un pays terriblement pauvre. Et le gouvernement post-génocide et du président Kagame
a de nombreuses idées, mais a toujours vu que l'un des éléments qui a rendu la possibilité de mise en œuvre de l'idéologie du génocide, c'est l'extrême pauvreté, le manque d'éducation d'une population totalement désespérée. C'était un des ingrédients, et on ne pouvait pas avoir la sécurité sans s'atteler à ce problème. Mais moi, je suis reporter. Je suis journaliste. Donc, juste après le génocide, c'était beaucoup plus facile d'aller dans un village et de parler à des passants, parce qu'il y avait là une turbulence telle qu'il suffisait de relater les faits. Alors que là, c'est difficile de connaître les choses. Et là, la plupart de ces cyclistes avaient été des taxis-vélos au début. Et quand on est taxi-vélo, à chaque course, on gagne quelques centimes et on travaille dur. J'aime autant dire, on fait une course de 2 km en montée et ça rapporte 10 centimes, 20 centimes. Donc voilà des gens qui travaillent beaucoup pour gagner 1 ou 2 dollars par jour. Et comme c'est le cas dans toutes les professions, il y a des gens qui adorent leur travail. Et c'est un plaisir pour eux. Donc ils ont commencé à faire des courses. Ils faisaient du vélo, même en dehors des heures de travail. Donc ils faisaient une course pour une station de radio, par exemple. Et tout à coup, ils ont monté cette équipe. Alors il y en a certains qui sont attirés par cela. Ils sortent de cette existence d'un isolement total. Et tout à coup, ils font partie d'une équipe qui les emmène en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Afrique occidentale. Ils parcourent le monde avec leur vélo. Et ils portent la couleur, les couleurs nationales. Donc, il y a Dessoré, qui a grandi comme gamin dans le Nord-Ouest. C'est un Hutu. Sa famille et ses enfants est allé au Congo. Ils ont vécu dans des camps. Lorsqu'ils sont revenus en 96, après l'invasion du Congo par le RPF et que tous les gens ont été déportés, son père, qui était un alcoolique, un homme très pauvre, a été battu par les soldats. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé exactement. Il est mort, évidemment, son père. Et à bien des égards, voilà le personnage dont on pourrait penser qu'il serait le plus exclu de la société rwandaise contemporaine. C'est l'histoire que l'on voudrait mettre en évidence le plus. Et voilà quelqu'un qui porte le drapeau du Rwanda sur son maillot tous les jours, sur son vélo, à côté d'un survivant du génocide. Mais il y a plus. Attendez, il vient du Nord-Ouest. Le survivant du génocide vient du Sud-Est. Et dans un si petit pays, on pourrait se dire, et alors? Mais en réalité, cette différence est immense. Il y a des différences régionales incroyables au Rwanda parce que l'histoire, le vécu est complètement différent. Et ce ne sont pas les deux seuls personnages. Il y a d'autres survivants, il y a d'autres cyclistes Tutsi, il y a d'autres cyclistes Hutus. Peu importe leur identité. Le meilleur cycliste, c'est un survivant Tutsi. Avant lui, c'était un Hutu du Sud. Et après lui, ce serait vraisemblablement un Hutu, puisque c'est à l'heure actuelle les deux meilleurs cyclistes de l'équipe. Donc pour moi, c'était absolument formidable de voir à quel point la vie reprend ses droits. Il ne s'agit pas d'oublier, tout est présent, tout est là. C'est plus facile de parler de l'histoire quand on est Tutsi aujourd'hui, parce que l'histoire officielle, l'histoire publique que l'on fait du Rwanda, donc survivre au génocide, c'est ça l'histoire du Rwanda. Et il y a des lois au Rwanda disant qu'il ne faut pas parler de manière à diviser les gens les uns contre les autres. Quoi qu'il en soit, moi, je n'ai vu aucune difficulté dans cette communauté. Ils parlaient de leur passé très ouvertement et très facilement. Et voilà des hommes qui étaient des enfants pendant le génocide. Il ne s'agit pas de la génération qui est née post-génocide. Ça, ce sont des gens qui ont 18 ans aujourd'hui. Mais ils sont suffisamment jeunes pour être la première génération de ceux qui n'ont pas un souvenir très précis. Ils ont un souvenir un peu flou, mais ils n'ont pas de culpabilité. Et ils n'ont pas à assumer cela. Ils n'ont pas à s'expliquer pourquoi ils ont fait ça. Et parfois, ils se disent, mais comment est-ce que nos parents nous ont embarqués là-dedans? Donc, vous voyez, il y a cette espèce de tentative de recherche d'une autre voie. Et il y a chez ces jeunes gens de la réussite. Alors, il y a des gens qui souffrent. Ces gens-là souffrent. Ils sont très pauvres. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, c'est extraordinaire. Parce qu'on se dit,
Et ils peuvent être en Inde, au jeu du Commonwealth, ils sont dans un hôtel avec de l'eau courante, de l'eau chaude, et ainsi de suite. Puis ils rentrent chez eux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, ils sont dans une petite chambre sans lumière, ils n'ont pas de famille, leur famille a été décimée, ils ont tout un tas de traumatismes, mais ils gagnent un peu d'argent. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie. Ils créent des exemples, ils montrent l'exemple. Et par ailleurs, chacun de ces coureurs est arrivé dans l'équipe cycliste par l'intermédiaire d'un autre. Ils étaient taxi vélo, mais ils ont vu un autre gars et il y a eu une espèce de cooptation. Un type qui lui dit, toi tu travailles dur, toi, tu fais partie de l'équipe. Et chacun se considère comme un modèle pour les autres dans sa propre communauté. C'est difficile parce qu'ils sont déchirés par des tas de gens qui leur tirent sur la manche parce qu'ils veulent de l'argent et ainsi de suite. Quand elle est un jeune athlète, c'est difficile, mais ils ont la conscience d'eux-mêmes en tant que pouvant inspirer les autres. Et en réalité, le contenu du discours n'est pas très politique. Le gouvernement du Rwanda soutient financièrement l'équipe cycliste lorsqu'ils doivent aller à l'étranger, mais ce n'est pas le gouvernement qui a lancé l'équipe cycliste. En réalité, l'implication politique est très faible, voire nulle. C'était très intéressant pour moi de suivre cette histoire. Moi, j'ai écrit un article, donc une histoire. Bon, c'est un article sportif et je ne suis en rien compagnon sportif et je ne m'intéresse pas au cyclisme. Alors que là, au Rwanda, c'était une façon formidable, un prisme extraordinaire pour comprendre la façon dont les choses se sont passées et dont elles se passent aujourd'hui dans ce pays. L'humeur vagabonde sur France Inter, 20h à 21h. Un article qui n'est pas un article sur le sport simplement, c'est un article sur le Rwanda, effectivement passionnant, qui est paru dans le numéro 2 de la revue Feuilleton de l'hiver 2012. Et d'ailleurs, votre prochain livre, vous êtes en train de l'écrire, Philippe Gourevitch, c'est sur le Rwanda d'après. Et il va sortir simultanément aux États-Unis et en France, aux éditions de l'Olivier. Je sais que l'éditeur l'attend avec impatience, mais vous ne l'avez pas fini. Non, c'est pas fini. Mais dites-moi, Philippe Gourevitch, vous dites, je suis journaliste, d'ailleurs vous écrivez des articles de journalisme, vous avez été aussi le rédacteur en chef de la Paris Review, qui est une revue littéraire, et je crois que lorsque vous faisiez vos études à l'université, à Cornell, puis à Columbia, vous rêviez d'être écrivain de littérature. Là, vous êtes écrivain, parce que vous avez une vraie écriture, mais écrivain, journaliste. La littérature est un rêve... Vous êtes passé à autre chose ou bien vous continuez à vous dire qu'un jour il y aura le roman, peut-être avec un personnage comme Sarkozy qui est assez romanesque au fond. Ça a dû vous inspirer. I don't fully accept the distinction between literature and journalism writing. Cette distinction entre la littérature et le journalisme est une distinction que je réfute. En réalité, c'est de la discrimination culturelle et c'est affreux. La photo, pendant le XXe siècle, a été rejetée de l'art, du monde de l'art. Et aujourd'hui, tout ce qui est journalisme, documentaire et ainsi de suite, on pense que c'est de la sous-littérature. Il y a quand même Naipaul, il y a Malraux, il y a des Camus, des gens comme ça, des grands écrivains français qui nous ont donné des œuvres qui n'étaient pas de la fiction, c'est pourtant de la littérature. Le prix Nobel n'a jamais été décerné à quelqu'un qui n'avait également écrit des romans, des poèmes, et ça fait partie de cette discrimination. Donc ce n'est pas, à mes yeux, un choix entre la littérature, autrement dit une implication très profonde dans les pouvoirs descriptifs de la langue, les méthodes et techniques du récit, les problématiques de la représentation de la réalité en prose, qui sont l'apanage du roman, mais qui sont peut-être aussi l'apanage du récit journalistique. Et il y a beaucoup de romanciers qui ont été journalistes. Zola, au procès. Zola, il faisait appel à son imagination pour écrire. Mais le travail du journaliste est un travail d'imagination, ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse d'invention, entendons-nous bien. Mais il s'agissait pour moi, par exemple, de raconter l'histoire de ces cyclistes. Ce ne sont pas seulement des athlètes qui pédalent sur un vélo. J'ai voulu les regarder en disant, il y a une histoire formidable ici, c'est très profond. D'où viennent-ils? Qui sont-ils?
font-ils? Pourquoi font-ils cela? Il y a des gens qui ont des expériences complètement différentes dans cette équipe cycliste du Rwanda. Et il a fallu que je leur pose des questions parce que l'entraîneur, lui, il ne s'intéresse pas à ça. Donc il a bien fallu que je demande aux cyclistes ce qu'il en était. Donc voilà un espace dans lequel on rentre et on tire le meilleur des gens. Donc c'est vrai que j'ai commencé en écrivant de la fiction et j'écris encore un petit peu de fiction, mais j'en suis venu au journalisme. D'ailleurs, le journalisme et le reportage, c'est différent. Il y a des gens qui sont très bons journalistes et qui ne sont pas forcément de bons reporters et vice-versa. Moi, j'aime bien les deux disciplines. Le reportage, il s'agit d'aller voir le monde et d'être les yeux écarquillés face au monde et d'apprendre. L'autre, le journaliste, lui, se met à son bureau et travaille à partir de ce qu'il a vu préalablement. Moi, j'aime bien les deux. Et il y a des choses qui sont meilleures en fiction. Donc peut-être qu'un jour, j'écrirai un roman. Mais pour répondre à votre question, je n'écrirai en tout cas pas un roman sur Nicolas Sarkozy. Ça me rassure. Merci beaucoup, Philippe Gourevitch. En attendant donc la parution aux éditions de l'Olivier, peut-être en janvier 2013, de votre prochain livre consacré au Rwanda, on peut Ça va être 2014. Ah, il faut lui dire parce qu'il l'attend avec impatience, je crois. En tout cas, on peut vous retrouver en attendant aux éditions Alia dans ce No Exit pour Nicolas Sarkozy et dans la revue Feuilleton pour cet excellent reportage sur l'équipe cycliste du Rwanda. Ça s'appelle Les Grimpeurs. Merci à vous, Philippe Gourevitch. C'était un plaisir de vous parler avec vous aujourd'hui. C'était mon plaisir. Merci beaucoup. Et merci à Xavier pour son exploit sportif de grimpeur également. Philippe Gourevitch parle vite et il y a peu de choses à élaguer, je dois dire. Allez, buvez un coup, ça ira mieux.